toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des Acteurs de l'éducation. Vous le savez, je rencontre chaque mois pour Campus Matin ceux qui font l'actualité de l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Alors en ce moment, nous parlons beaucoup de cyberattaques, cybercriminalité. Hasard du calendrier, la France a inauguré un cybercampus mi-février. Et donc, je crois que c'était l'occasion de parler de ce domaine avec un spécialiste et le directeur adjoint donc, du campus, Yann Bonnet. Merci Yann d'avoir accepté cette interview. Une grande première que ce cybercampus. Peut-être, avant de rentrer dans ces activités, quelle serait votre définition des cyberattaques ou de la cybersécurité? Alors, il y a plein de choses. On voit que notre société elle est en train de se numériser déjà depuis quelques années. Et comme tout outil, en fait, le numérique, cette transformation numérique, elle apporte des progrès pour notre société. On s'éduque, on échange avec le numérique. Puis en même temps, plus on utilise d'outils qui se numérisent, plus il y a des surfaces d'attaque. Donc ça va bien sûr, notre téléphone, notre ordinateur, et puis demain, probablement nos voitures de plus en plus connectées ou nos frigos. Alors, derrière les attaques, il y a plein de risques différents, plein d'attaques, des différentes attaques de cyberattaques, avec des motivations ou des modes d'attaque qui sont différents. Il peut y avoir des motivations d'espionnage, il peut y avoir des motivations de ransomware, pour récupérer de l'argent, pour rançonner. Il peut y avoir des motivations de sabotage. Voilà, il y a plein de raisons différentes et il y a plein de techniques aussi différentes qui sont plus ou moins élaborées, qui vont du phishing, donc d'essayer de vous piéger via un mail avec un URL sur lequel vous allez cliquer et qui va commencer à ouvrir une porte, en fait, en quelque sorte, dans votre système d'information, jusqu'à des attaques différentes, un peu plus abouties ou plus massives, ce qu'on appelle par exemple des DDoS, pour essayer de faire tomber une infrastructure en faisant plein de requêtes en même temps. Donc voilà, derrière les cyberattaques, il y a énormément de choses variées qui existent malheureusement. Alors, à vous écouter, est-ce qu'il ne faut pas qu'on devienne un peu paranoïaque et d'avoir peur d'un petit peu tout? Non, je pense que voilà, c'est comme je disais, en fait, il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler avec un grand philosophe français, Bernard Stiegler, qui est décédé depuis, et qui, à chaque fois, il parlait de numérique, il parlait de pharmacone, donc comme voilà, quelque chose qui est à la fois un remède et un poison pour notre société, et ça dépend de comment on l'utilise. Voilà, et donc je pense qu'il faut, on a une grosse responsabilité pour éduquer, pour sensibiliser la nouvelle génération ou les générations actuelles sur cette transformation, parce qu'effectivement, il ne faut pas être naïf, sans être paranoïaque, il faut être conscient des risques qu'on peut avoir en utilisant telle ou telle technologie. Alors, comme je l'ai dit, la France a inauguré un cybercampus. D'où vient l'idée et quel est son rôle? Alors, l'idée, hein, la menace, on en parlait, elle est grandissante, hein. On parle de plus de 6 000 milliards de risques cyber, de coûts des cyberattaques au niveau mondial. Le World Economic Forum met le risque cyber dans le top 10 des risques globaux. L'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État au niveau de la France, a identifié une augmentation par 4 des attaques de type rançon logiciel entre 2019 et 2020. Voilà, donc on a une menace grandissante. Et face à cette menace, voilà, il y a une volonté à la base étatique, puis ensuite via l'écosystème. Il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre à Michel Vandenberg, qui est le président du campus, d'étudier la faisabilité d'un campus, de est-ce qu'il y a un besoin d'un campus au niveau de la France. Ça, c'était il y a 2 ans. Et maintenant, effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, on a ouvert un campus, le campus, le 15 février. Alors, la raison d'être du campus, c'est de fédérer les acteurs de l'écosystème dans leur variété pour mieux protéger notre société qui est en train de se transformer numériquement et faire rayonner l'excellence française. Voilà, il y a une phrase qui résume bien l'esprit du campus, c'est ensemble au service d'une grande nation cyber.
Donc l'idée, dans ce lieu totem qui fait 26 000 m², 13 étages, on a entre 1500 et 1800 experts qui vont vivre et travailler ici pour effectivement mieux protéger notre société et faire rayonner l'excellence française. Voilà, on pourra revenir sur les différents défis qu'on doit relever dans les prochains mois là-dessus. On va y venir, mais vous parliez d'excellence française, ça veut dire qu'il y a une école française dans ce domaine? Oui, on a la chance d'avoir alors déjà un modèle français qui est différent d'autres modèles. Nous, en France, on a bien dissocié au niveau étatique, notamment la partie défensive de la partie offensive, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. On a la chance d'avoir un beau savoir-faire, des belles pépites, mais aussi des chercheurs qui avancent bien sur certaines thématiques. Voilà, on est parmi les on est parmi les grands, mais on reste petit parmi les grands. Comme le disait Guillaume Poupard il y a quelques mois. Voilà, je pense qu'on a un écosystème qui est très dynamique, mais qui est fragmenté. Et une des idées du campus, c'est de rassembler cette variété d'acteurs. Donc, on a plus de 160 acteurs sur le campus, et donc ça fait au total entre ce que je disais, 1500 et 1800 experts. Et donc, on a à la fois des acteurs de la recherche, on a l'INRIA, le CNRS, le CEA, l'IMT. On a des acteurs de la formation, des écoles publiques, le ministère de l'Éducation, mais aussi des acteurs privés, des écoles privées. On a plein d'acteurs privés, ça va de la petite start-up au grand groupe, puisqu'on a plus de la moitié du CAC 40 aussi, et donc aussi des non-pure players de la cyber, des bénéficiaires comme Renault, LVMH, L'Oréal. Et on a des acteurs publics. Voilà, on a cette variété d'acteurs qui sont dans ce lieu totem, et ce lieu totem qui a un tiers de ces espaces, donc 30% des 26 000 m², donc plus de 7 000 m², qui sont des espaces communs qui ont été designés pour que ces acteurs puissent travailler ensemble pour être plus forts, pour défragmenter et pour rétablir le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent. Alors, comment ça se passe? On doit payer une cotisation pour participer aux activités ou pas? Oui, alors, in fine, derrière ce campus cyber, en fait, il y a différentes façons de participer. Il y a déjà, en fait, la gouvernance du campus, elle est assez atypique. On a dissocié l'apport en capital du pouvoir de décision. Donc ça, c'est pour nous obliger à penser l'écosystème. Donc on fonctionne en différents collèges, et chaque collège a une voix, en quelque sorte. Donc, pour rentrer dans l'aventure Campus Cyber, une des premières solutions, c'est de devenir membre associé du campus et de faire partie de cette gouvernance du campus. Et donc, effectivement, voilà, il y a un coût d'entrée qui est, je vous l'indique, 10 000 € pour une start-up ou une association, 30 000 € pour une PME et 100 000 € pour un grand groupe. Ça permet de rentrer au capital et d'être dans la gouvernance du campus. C'est réservé aux Français et aux Européens. Ensuite, il y a d'autres possibilités, notamment de devenir résident. Et donc là, voilà, c'est plus des espaces de coworking. Alors, il n'y a plus beaucoup de place. Et ensuite, il y a d'autres possibilités, notamment par des partenariats, devenir partenaire du campus. D'accord. Et donc tout se fédère autour de projets. Comment ça se passe? Si moi je suis une PME, donc j'ai quelques inquiétudes, je viens et vous allez me faire rencontrer des acteurs qui vont m'aider dans l'analyse de mon risque et dans la protection. Alors exactement, là, on va y aller progressivement, mais on a 3 gros axes qu'on veut développer dans le cadre avec nos membres dans le cadre du campus. Le premier axe, c'est les talents, l'éducation. Vous savez qu'en France, on a 15 000 postes non pourvus aujourd'hui dans le domaine de la cyber. 15 000 postes, c'est énorme, ça va augmenter dans les prochaines années. Et malheureusement, nos formations ne sont pas complètement remplies. Donc, on suppose avec nos membres qu'on a un problème d'attractivité des métiers, non pas des salaires qui sont plutôt très bons, mais en termes d'image. L'image de la cybersécurité, d'un expert cyber est vue malheureusement comme quelque chose de très réservé à des geeks. Voilà, des geeks, l'image qu'on a tous en tête.
c'est l'image d'un homme dans le noir avec une capuche derrière son écran avec des chiffres à la matrice qui défilent derrière. Alors ça, c'est un énorme enjeu pour nous. Si on veut adresser la problématique des pénuries des talents, il faut qu'on travaille l'image, qu'on montre que derrière les métiers de la cybersécurité, déjà, ça a beaucoup de sens, parce qu'on protège notre nation. C'est aussi des métiers qui ne sont pas réservés que à des ingénieurs ou à des matheux. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important de montrer à différentes catégories de jeunes. Voilà, on a besoin de beaucoup de techniciens. Derrière ces métiers de la cyber, c'est pas uniquement devant un ordinateur, c'est aussi beaucoup de relations, ça peut être beaucoup de communication, ça peut être beaucoup aussi d'enjeux géopolitiques. Voilà, donc il y a une diversité de métiers. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on veut avancer avec nos membres. On a des idées au niveau national pour faire des grandes campagnes, pour casser un peu les codes et attirer, créer des vocations. Ça, c'est le gros enjeu sur la partie formation. Le deuxième pilier du campus, c'est les sujets de recherche et développement et innovation. Donc voilà, on est comme dans différents domaines, on est toujours, on a besoin d'être à la pointe de l'innovation pour mieux défendre. Donc voilà, donc là on aura beaucoup de chercheurs, beaucoup de startups. On va faciliter la création de startups on a un studio. Un startup studio, donc c'est en fait une équipe qui vous aide si vous n'êtes pas entrepreneur, qui va vous aider, qui va vous coacher en quelque sorte pour créer votre entreprise et on l'espère vous épanouir dans votre business et créer petit à petit et grossir et s'étendre sur différents marchés. Le troisième pilier, c'est les opérations. Donc derrière ce campus cyber, c'est aussi des cyberpompiers qui sont là. On aura ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'intercert. C'est en quelque sorte voilà, l'organisme qui gère un peu les différentes équipes de réponse quand il y a des incidents qui interviennent, comme des cyberpompiers. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que notre centre est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque les attaques peuvent arriver à n'importe quel moment. Quand vous évoquez l'aspect startup, c'est un petit peu sur l'idée du modèle israélien d'en faire une véritable activité et écosystème reconnu à l'international? Oui, complètement. On veut pas être juste dans une vision franco-française. Euh, donc, on a réservé la gouvernance aux acteurs français et européens, mais sur le campus, vous en retrouverez aussi, vous croiserez différents acteurs internationaux, puisqu'on est dans un monde globalisé. On travaille tous sur différents systèmes, où la plupart qui peuvent venir des quatre coins du monde. Donc voilà. L'idée, c'est un lieu totem national. D'ailleurs, qui s'inscrit dans un réseau de campus territoriaux au niveau français, au niveau de chaque région, dans les prochains mois, les prochaines années, avec certaines régions qui sont plus en avance que d'autres. Et c'est effectivement un rayonnement, un réseau, un fonctionnement de réseau au niveau européen et parfois aussi au niveau international sur certains sujets. Ce qu'il faut comprendre derrière le campus, quand on dit on veut fédérer les acteurs de l'écosystème, en fait, c'est très joli, mais on sait très bien que ça ne va pas se faire naturellement. Et donc, notre conviction, c'est que ça va passer notamment par ce qu'on a appelé les communs de la cyber. Les communs de la cyber, en fait, c'est des ressources mutualisées. C'est un peu pour ceux qui connaissent comme les Creative Commons. Donc, c'est des ressources mutualisées qui vont permettre à tous les acteurs d'être plus forts ensemble. Donc, depuis, on a ouvert, là, on a inauguré le campus le 15 février. Mais déjà, depuis plus d'un an, en fait, on a déjà à peu près 200 experts de la cyber qui proviennent de la diversité des acteurs de l'écosystème, qui travaillent ensemble sur différentes thématiques. Donc, notamment, par exemple, sur un sujet qu'on appelle c'est une sorte de base de renseignement cyber. Dans le jargon, ça s'appelle la base CTI, Cyber Threat Intelligence. Et l'idée, c'est comme sur une scène de crime, en fait, en quelque sorte. On va chercher de l'ADN numérique des cyberattaquants et on va récolter cet ADN numérique, ces traces, dans une base qui va nous permettre, en fait, globalement, d'être plus fort pour pouvoir détecter des attaquants qui souhaiteraient revenir
chez nos voisins ou même dans notre système d'information. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là qu'on essaye, on est orienté production pour renforcer les acteurs de l'écosystème. Alors, on a d'autres sujets sur, par exemple, on est en train de coproduire aussi une plateforme en IA pour bénéficier de l'automatisation dans le mode de détection ou dans les réponses face à des attaques. Comment vous allez faire pour faire travailler ensemble des concurrents ou des entités dans lesquelles il y a un certain antagonisme? Je pense par exemple à la police et à la gendarmerie. Je pense qu'en fait, on n'a pas le choix. On est face vraiment à une menace qui est tellement importante que ça soit entre acteurs publics ou entre acteurs publics et privés ou entre concurrents, on a besoin on a besoin de défragmenter en fait nos acteurs et d'être plus intelligents ensemble. On est dans un rapport, on doit inverser le rapport de force. Les attaques de type ransomware, les mafias qu'il y a derrière, c'est des enjeux financiers colossaux pour les entreprises. On en parlait tout à l'heure. Le coût évalué cette année à plus de 6 000 milliards au niveau mondial, ça commence à être très conséquent. Mais au-delà de l'argent, c'est aussi peut-être, et on l'a vu sans trahir de secret encore récemment, voilà, des hôpitaux qui sont attaqués. Donc on parle aussi là potentiellement de vie humaine. Voilà, on doit être plus intelligents ensemble pour être plus fort et pour inverser le rapport de force. Donc on voit des choses hyper intéressantes au campus cyber. Notamment là en ce moment, on a un groupe de travail avec quasiment toutes les banques en France qui ont décidé de travailler ensemble justement pour être plus fort et pour produire, pour mieux partager des informations, pour mieux se protéger parce qu'elles en ont marre d'être attaquées l'une une semaine et la suivante la semaine d'après. Pour revenir sur l'aspect éducation, alors vous mentionniez en disant que ce n'est pas que des métiers liés au geek, entre guillemets, ça signifie que des étudiants d'école de management peuvent très bien faire carrière dans le domaine de la cybersécurité. Oui, complètement. On a derrière les métiers de la cyber, en fait, c'est très varié. On a besoin de techniciens, on a besoin de geeks, ça c'est clair, mais pas seulement. On a besoin effectivement de managers. On a besoin. Il y a différentes typologies. Il y a un guide qui a été fait, une étude, un observatoire en fait des métiers qui a été publié par l'ANSSI encore récemment, qui est mis à jour régulièrement et qui décrit en fait les typologies de métiers qui existent dans la cyber. Il y en a 5 de tête. On a une typologie une première sur la gestion de la sécurité, du pilotage de projets de sécurité. On en a une autre qui est plus sur la conception et le maintien d'un SI. On a un troisième type de métier qui est plus lié à la gestion des incidents et des crises de sécurité. On a un type de métier qui est plus sur le conseil, les services et la recherche. Et puis là, on a plein de métiers annexes, je ne sais pas, sur la communication, sur le conseil juridique. Et parmi tous ces métiers, on a besoin, par exemple, de managers. Donc, effectivement, oui, on a besoin de plein de typologies de compétences différentes. Et pas que, et ça, c'est vraiment important, pas que des ingénieurs, pas que des matheux. Parce que quand on discute, notamment avec des jeunes, ils ont l'impression que c'est réservé à des matheux, à des ingénieurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on écoute les entreprises, voilà, je le répète, encore cette année, il y a 15 000 postes non pourvus et ça va de tous les niveaux, du bac à beaucoup plus. D'ailleurs, il y a 56% des profils qui sont informés sont de niveau bac plus 3. Donc, il y a une attente énorme sur les profils en type bac plus 3. Et c'est des métiers dans lesquels on fait carrière, un domaine dans lequel on fait carrière toute sa vie, ou est-ce que ça peut être des très belles passerelles vers d'autres types de fonctions et des fonctions de direction générale? Ou c'est encore trop tôt pour le dire? Je pense que ça peut être les deux. Ça peut être à la fois un passage et ça peut être aussi une possibilité de faire des carrières, des évolutions. D'ailleurs, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. On a aussi un énorme besoin de faire du reskilling des acteurs. Je pense qu'on voit de plus en plus des personnes qui travaillent dans une DSI, qui ont une connaissance qui a énormément de valeur sur l'historique de la DSI et qui
voilà, peut-être en passant un peu de temps à faire quelques modules de formation, et ça sera un peu l'ambition des choses qu'on a envie de développer avec nos membres côté campus, bah, vont pouvoir relancer un peu un nouveau chemin dans leur carrière, notamment pour répondre aux enjeux de confiance, de sécurisation des SI. Ouais. J'en suis conscient quand j'ai regardé la liste de vos membres sur le site. Par contre, je n'ai pas vu d'organisme de formation. Il y a des écoles, vous l'avez mentionné, les ministères, mais il n'y a pas d'organisme de formation, il ne me semble pas, qui puisse former à cette culture générale de la cybersécurité. Il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'EPITA. Il y a différentes écoles. Après, vous voulez parler quoi d'organismes de formation continue, non, c'était. Alors, il y a des écoles en tant que telles, mais pas d'organisme de formation continue. Formation continue, il me semble que j'ai pas les. Voilà, en tout cas, si c'est pas complètement le cas, ça va arriver progressivement, mais il me semble que parmi nos écoles, un certain nombre prennent en apprentissage, par exemple, ou proposent des formations continues. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui me la pose. Quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité me poser et que vous n'avez pas pu poser Non, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon. L'objectif était de montrer que, effectivement, le domaine de la cybersécurité est un domaine porteur et accessible à tout le monde. Donc, je crois que c'est important. Et puis, après, pour moi, il y avait la dimension importante aussi de dire cette dimension géopolitique à laquelle je suis très attaché, de culture générale du monde moderne, et de se dire, effectivement, derrière, il y a des risques qui sont conséquents et il y a besoin de comprendre le monde. Merci en tout cas à vous. Et effectivement, c'est un enjeu assez important d'éclairer le monde de l'éducation. On a besoin de vous, acteurs de l'éducation, pour faire connaître ces métiers. Ça va être un lieu où on vous l'a dit, contribuer à protéger notre société, faire rayonner l'excellence française, mais aussi on veut essayer de créer des vocations. Donc dans les prochains mois, prochaines années, on va essayer de travailler avec des collèges, avec des lycées, faire venir des collégiens, des lycéens pour leur montrer la diversité des métiers et on l'espère venir vivre ces expériences et ces carrières dans la cybersécurité qui ont énormément de sens puisque ça nous permet de mieux protéger notre nation et mieux avoir confiance en cette transformation numérique qui nous apporte aussi beaucoup de progrès.